Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission dans laquelle nous serons aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Jade Charles, et bravo parce que c'est un long titre et tout le monde n'arrive pas à le préciser aussi bien que vous l'avez fait. Merci de le souligner. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet assez spécifique qui est le racisme anti-asiatique. Alors je voudrais revenir pour commencer sur un événement. Le 26 mars 2021, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement à propos de tweets incitant à la violence contre les Asiatiques. Ces messages avaient été postés au moment du deuxième confinement en France, fin octobre 2020. Verdict, les 5 prévenus ont été condamnés à un stage de citoyenneté et 9 000 € au total à verser aux parties civiles. Pourriez-vous revenir, pour commencer, sur les faits qui ont amené à ce procès ? D'abord, je voudrais vous dire combien le sujet que nous abordons aujourd'hui est important parce que c'est un sujet qui a longtemps été invisibilisé, non pas qu'il n'existait pas, mais qui a été invisibilisé et je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Ensuite, je crois que c'est un procès historique dans le sens où certaines personnes pensent que sous le sceau de l'anonymat, par lâcheté, parce qu'elles ne sont pas vues, parce qu'on ne les connaît pas, elles peuvent dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et je pense que cette condamnation est importante en ce qu'elle démontre que, 1, le racisme est un délit. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées dans notre pays depuis 1972 pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, de haine contre les personnes LGBT+. Mais une condamnation contre des personnes qui ont eu des propos insupportables, intolérables contre la communauté asiatique, c'est la première fois. Et je veux saluer le travail des associations. Et surtout, je veux saluer le travail de l'Association des jeunes chinois de France, que j'ai rencontré rapidement lorsque j'ai pris mes fonctions, parce qu'on a vite compris que ce sujet était en train de monter à cause de cette affaire, justement. Et ces associations ont décidé de mener une lutte universaliste pour protéger les personnes de la communauté asiatique contre ce racisme. Et moi, je voulais leur témoigner de mon soutien personnel, mais aussi du soutien de l'État, parce que le racisme dans notre pays ne peut pas être toléré. Alors, les auteurs de ces tweets encouraient une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Finalement, la peine qu'ils ont obtenue est relativement légère. Est-ce que c'est la portée symbolique de ce procès qu'il faut retenir ? Vous avez raison de parler aussi d'une portée symbolique, parce que on aurait pu penser que la peine serait plus lourde. On a été tous extrêmement surpris de nous rendre compte que les personnes qui ont appelé à cette haine sont des personnes qui pourraient être nos enfants, qui pourraient être nos voisins, qui pourraient être nos neveux, qui, pour certains d'entre eux, ne se rendaient même pas compte de ce qu'ils faisaient. Il y en a un, je crois, qui a dit qu'il n'était pas du tout raciste et qu'il a juste relayé l'information. Sauf que ces jeunes ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes, de la portée. Ils ne se rendent pas compte que derrière le terme chinois, il y a des êtres humains, il y a des individus, et ils ne se rendent surtout pas compte qu'il y a des personnes qui sont fragiles, qui ne se rendent pas compte de leurs actes et qui risquent de faire ce qu'ils ont dit. Et donc, cette gravité-là, il fallait la souligner et le tribunal l'a souligné, mais parce que ces jeunes étaient, ils sont jeunes, ils sont très inconscients, on l'a vu par rapport aux réponses qu'ils ont apportées, et je crois que ce qu'il est essentiel de noter là, c'est que, il n'y aura aucune impunité, 2, que les anonymats peuvent être levés à chaque fois que c'est nécessaire. L'État s'en charge aujourd'hui et les associations ne laissent rien passer, et je salue encore une fois leur travail. Et 3, vous savez, je crois que le racisme est l'une des choses les plus inhumaines qui existent. Mais est-ce que traiter l'inhumanité par une autre inhumanité, c'est la meilleure manière de régler ces problèmes-là ? Je ne crois pas. Je crois que quand on est aussi jeune,
aussi ignorants, aussi inconscients, on a besoin de prendre conscience de nos actes. Et cette sanction, elle est là pour ça. Elle est là pour les sensibiliser, pour leur faire prendre conscience de la gravité de leur acte, leur donner une chance, une autre chance. Mais je crois qu'il n'y en aura pas deux. Et puis ce qu'on peut souligner aussi dans cette affaire, c'est la puissance de frappe des réseaux sociaux, puisque ces tweets avaient été partagés, je crois, plus de 3000 fois et ont été suivis d'agressions physiques. Comment combattre la haine en ligne ? C'est ça la gravité de l'impact des réseaux sociaux. C'est que d'un acte banal, stupide, hein, c'est un acte stupide, mais il eût pu passer inaperçu s'il n'avait pas été transmis 3000 fois. Et encore une fois, vous l'avez dit, il y a eu des agressions physiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment de recul et d'intelligence pour se rendre compte qu'une personne, qu'un citoyen chinois de France, chinois, et puis enfin, c'est tellement ridicule que j'ai du mal à trouver les bons termes, qu'il n'est pas responsable de la Covid, qu'il n'est pas responsable de la pandémie. Ces personnes qui ont été agressées n'ont jamais mis les pieds en Chine. Et quand bien même ils l'avaient fait, ils ne sont pas responsables de ce fléau. Donc, appeler à les attaquer pour quelque chose d'aussi stupide, ça vous montre toute l'ignorance qu'il y a derrière le racisme. Et c'est pour cela que l'État s'en saisit, que les associations s'en saisissent, que la DILCRA, qui est une structure, qui est l'une des administrations dont j'ai la responsabilité, fait un énorme travail sur la sensibilisation, sur la formation, sur l'éducation, dans toutes les sphères de la société, parce que là, il s'agit de jeunes, mais le racisme n'a ni origine sociale, ni classe sociale, ni âge, ni sexe, ni genre, etc., etc. Donc c'est toute la société qui doit se saisir de cette question et lutter contre le racisme, parce que tout le monde, à un moment ou un autre, peut être soit victime, soit témoin. Alors, on a parlé tout à l'heure du racisme anti-asiatique. C'est une question qui avait été relativement ignorée en France jusqu'à une période assez récente. Et puis, la question a émergé au moment de 2 meurtres contre des personnes d'origine chinoise en région parisienne qui ont permis d'alerter l'opinion. Et puis plus récemment, c'est en fait l'épisode dont on vient de parler, les premiers cas de Covid-19 en France ont donné lieu à la stigmatisation de personnes asiatiques dans des lieux publics, à des insultes. Finalement, d'après vous, pourquoi est-ce que le racisme anti-asiatique était aussi peu documenté jusqu'à une période assez récente, alors qu'il remonte finalement aux années 60? On se souvient notamment de l'expression « péril jaune » qui était déjà courante à l'époque. Pensez-vous que le Covid-19 a permis de réactiver en quelque sorte une hostilité latente? Les personnes asiatiques, les précédentes générations, n'osaient pas en parler. Elles préféraient se taire, parce que vous savez, il faut se rappeler que derrière tous les racismes, il y a une atteinte inacceptable, intolérable à la dignité humaine. Et c'est parfois difficile de dire « j'ai été traitée de sale négresse ». C'est d'une telle violence que parfois vous préférez ne pas en parler. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour les personnes asiatiques, pour les premières générations. Vous savez, souvent, les personnes immigrées vont dans un pays pour avoir une vie meilleure. Elles y vont pour travailler, pour construire un meilleur avenir pour leurs enfants. Et de ce fait, c'est pas qu'elles acceptent, mais elles se sentent obligées de tolérer certaines humiliations parce que l'objectif final pour ces personnes, c'est de mieux vivre, c'est que leurs enfants vivent mieux, c'est qu'elles aient un meilleur avenir. Et donc, vous fermez les yeux sur certaines humiliations, sur certains préjugés, sur certains rejets, parce que pour vous, votre famille, les gens que vous aimez sont plus importants que tout. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait un renouveau. Je pense que c'est quelque chose qui existait, qui était tu, mais que les jeunes générations refusent. Et c'est tant mieux. Et je veux les encourager à continuer de parler, parce que le racisme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, est intolérable.
Et puis si on parle du racisme anti-asiatique, il y a aussi peut-être une spécificité, c'est que certains des préjugés à l'encontre des Asiatiques sont considérés comme positifs. C'est une forme d'essentialisation de ces personnes qui a souvent cours. Toutefois, cela reste de la stigmatisation et avec évidemment le côté sombre qui l'accompagne. Un préjugé ne peut jamais, jamais, jamais être positif. Parce que quand vous mettez quelqu'un dans une case, vous l'essentialisez, vous l'enfermez, vous l'assignez. Et c'est interdit. La race n'existe pas. Il n'existe qu'une seule race, c'est la race humaine. Et trouver des prétextes de différenciation de couleur des yeux, de couleur de peau, de taille, pour discriminer une personne, ce n'est pas parce qu'on va mettre le terme positif derrière que c'est la vérité. Ça n'a rien de positif. Alors si on regarde le problème du racisme de manière un peu plus large, depuis les années 1990, on constate une tendance à la hausse des actes racistes recensés en France. Pouvez-vous revenir sur cette tendance et aussi nous expliquer comment évolue l'expression du racisme et de l'antisémitisme en France? Alors, voyez-vous, j'ai eu la chance moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise avant d'entrer en politique et de répondre positivement à l'appel du Premier ministre Jean Castex de rejoindre ce gouvernement. Et j'ai eu la chance de travailler sur les 4 continents. J'ai travaillé en Amérique, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Europe, en Afrique. Et je peux vous dire que le racisme existe partout. Et j'ai pu constater de ces différentes expériences que le racisme augmente quand les gens vont mal. Le racisme augmente quand l'économie va mal. Parce que l'autre, l'étranger, entre guillemets, est une cible facile. Mais je veux préciser, si on prend l'exemple de la France, moi, je suis française depuis 35 ans, mais je subis encore du racisme. Et pourtant, je suis française et fière de l'être. Donc, il ne faut pas croire que le racisme a des périodes plus ou moins importantes. Le racisme est toujours présent dans la société, mais quand les gens ne vont pas bien, quand ils ont peur, quand ils sont en colère, ils cherchent et ils trouvent des responsables. Et je ne sais plus qui disait, je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait que le racisme se trompe de colère. Et en vérité, quand on est raciste, on ne parle pas de l'autre. On ne parle pas de celui contre qui notre racisme va. On parle de nous. On parle de notre intolérance. On parle de notre mal-être. Parce que si vous êtes bien, si vous allez bien, vous n'avez aucune raison de chercher quelqu'un à détester. Pour conclure, auriez-vous un message à envoyer aux personnes issues de la diversité pour croire en elles-mêmes, celles qui sont peut-être aussi confrontées au racisme, et puis aux autres pour leur faire prendre conscience de la situation? Vous savez, sur ces questions, en tant que ministre en charge de l'égalité des chances, évidemment, nous y avons beaucoup travaillé. Je crois qu'on ne peut pas avoir les mêmes chances de réussir dans la vie si on n'est pas traité de la même manière. Et nous travaillons beaucoup sur cette question d'égal traitement pour tous les Français et les Françaises et pour donner accès aux mêmes opportunités à tous les Français, à tous les citoyens qui vivent en France. Mais ça n'est pas toujours suffisant. L'État peut avoir la meilleure volonté du monde. Nous allons construire un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous avons voté 17 lois, mais ça n'est pas toujours suffisant. Je pense que la première bataille que nous devons mener, c'est la prise de conscience de la gravité, de l'intolérance dans notre capacité à vivre ensemble et à grandir ensemble. Nous avons besoin les uns des autres, surtout dans une période aussi difficile et aussi compliquée dans laquelle nous allons rentrer, dans ce monde post-Covid qui nous a renvoyés à nos vulnérabilités les plus profondes. Et je crois qu'il est important de rappeler à chacun qu'il y a de la place dans ce pays des droits de l'homme pour toutes les personnes
qui respectent ce pays et qui se respectent et qui cherchent à respecter les autres. Je veux que ces personnes sachent que l'État est là pour les protéger, mais qu'elles seront les premières à pouvoir se sortir de ces situations en n'acceptant pas d'être discriminées, en se battant pour faire respecter leurs droits, en aidant ceux qui ont besoin d'être aidés et en contribuant à faire de cette société une société meilleure. Ces personnes doivent apprendre à avoir confiance en elles, parce que quand on a confiance en soi, quand on s'estime suffisamment, on ne donne pas le pouvoir à une personne de nous discriminer. Et c'est pour ça que ces questions doivent se traiter dès le plus jeune âge. Les parents ne doivent pas sous-estimer leur rôle et leur responsabilité pour donner de la force et du courage à leurs enfants, pour qu'ils deviennent des adultes solides qui puissent se défendre et défendre leurs droits. Et c'est, je crois, Nelson Mandela qui disait qu'on ne naît pas en haïssant les autres, qu'on apprend à haïr. Et de la même manière que l'on apprend à haïr, on peut apprendre à aimer. Et c'est tellement plus facile et tellement plus joyeux et heureux d'apprendre à aimer. Merci Madame la Ministre pour ce très beau message et merci à vous de nous suivre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.